Ne te présente jamais un rendez-vous bancaire avec la posture de quelqu'un qui supplie, ni avec l'arrogance de celui qui pense que ses revenus suffisent à tout justifier. Ce que la banque recherche, au-delà de quelqu'un qui a des revenus confortables et qui honore ses engagements, c'est surtout quelqu'un qui sait inspirer confiance et qui sait où il va, qui parle avec clarté et comprend les enjeux, mais surtout qui sait se faire apprécier humainement. Et oui, l'humain compte aussi. Sache qu'un conseiller bancaire défendra ton dossier s'il se sent en confiance, en présence d'un client agréable, respectueux, mais surtout structuré. En revanche, s'il est mal à l'aise en ta compagnie, il ne lèvera pas le petit doigt pour défendre ton dossier. Le feeling est très important et pèse sur la balance. Dans cette capsule, je te montre comment y parvenir aisément grâce à 3 piliers. Ton dossier, ta posture et ta vision. Et reste jusqu'à la fin parce que je te donne quelques erreurs à éviter. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Billoc-Martinez. Grâce à mon expertise de 10 années déjà auprès de la première banque européenne et française, ici je partage gratuitement des conseils en stratégie bancaire et d'investissement pour te permettre de structurer solidement ton patrimoine. Et ce, que tu sois en Occident ou en Afrique. Tu souhaites que ton argent travaille pour toi? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons à ta disposition une vidéo pratique, stratégique et 100% orientée résultat. Pour démarrer, je vais d'abord t'aider à comprendre la logique bancaire. Avant même de commencer à parler de taux ou de montage financier, il faut que tu comprennes une chose. La banque n'est pas une association caritative, ni d'ailleurs un organisme ayant une mission de service public. Mais sache que la banque est une entreprise commerciale. Elle vend ses services et ses produits comme toute entreprise. Et comme toute entreprise, elle cherche également à réaliser des marges sur son activité afin de pouvoir assumer ses coûts de fonctionnement. Et par ailleurs, son activité en elle-même génère du risque et qu'elle doit maîtriser tout au long du processus et de la relation. De ce fait, elle cherche donc à prêter à des profils fiables, rentables et avec un minimum de risque. Et pour cela, elle analyse 3 critères dans ton étude de dossier. Ta solvabilité via tes revenus, la stabilité de ton emploi et de ton endettement. En 2, ta stabilité financière. Ici, elle analyse ton niveau d'épargne et ton attitude de consommation. Et en 3, ton comportement bancaire. Ici, elle analyse ton historique, les incidents qu'il y a eu sur ton compte et de manière générale, la gestion de tes comptes bancaires. C'est cela qu'on appelle le scoring bancaire, c'est-à-dire un algorithme qui analyse et classe ton profil selon le risque que tu représentes potentiellement. Comprendre ce mécanisme, c'est maîtriser 50% de l'approche de ta relation bancaire. Et maintenant, il te faut construire un dossier irrésistible. Ici, nous parlons stratégie. Comment construire un dossier irrésistible? Pour séduire un banquier, il faut parler son langage et répondre à ses attentes. Et voici 5 astuces d'un dossier convaincant. Premièrement, des comptes propres. Pas de dépassement abusif de ton autorisation de découvert, ce qui démontre que tu es quelqu'un qui tient ses engagements. Mais surtout, pas de crédit à la consommation impulsive, ce qui indique un manque de maîtrise de son budget. Deuxièmement, un projet bien clair structuré. Bien chiffrer ses besoins, mais surtout les expliquer de manière argumentée et ils doivent être alignés avec ta capacité réelle financière. Ici, le banquier va vérifier si vous ne voulez pas vivre au-dessus de vos moyens. Et par ailleurs, avoir un apport raisonnable à la hauteur de ton projet. Le banquier est là pour soutenir une partie de ton projet, mais il n'est pas dans l'obligation de financer la totalité de celui-ci. Car soyons bien d'accord, c'est ton projet. C'est à toi d'y croire en premier et donc d'assumer le premier risque de financement en y injectant un apport. Et ce n'est que par la suite que tu peux solliciter le banquier pour qu'il t'accompagne financièrement sur l'autre partie. Ainsi, ta propre prise de risque va le rassurer. Par exemple, je veux acheter un bien immobilier qui coûte 200 000 € et je viens voir le banquier et il lui apporte 40 000 € d'apport personnel. Et je lui montre également mes revenus et mes charges en lui demandant s'il peut me financer le reste de mon besoin financier pour que je puisse acquérir mon bien immobilier. Je vous assure que naturellement, il va le faire si tous vos éléments sont cohérents. Et troisièmement, un reste à vivre confortable. Bien plus important qu'un taux d'intérêt, le reste à vivre est scruté par la banque. Et c'est quoi le reste à vivre? Tout simplement, le reste à vivre, c'est ce qui vous reste après qu'on ait défalqué toutes les charges de vos revenus. Et c'est ce reste à vivre qui peut permettre au banquier de vous prêter plus que votre taux d'endettement ou tout simplement refuser de vous financer si vos revenus sont faibles. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous prendre 2 exemples. Un client vient me voir, il est divorcé ou célibataire avec 3 enfants
en charge et un revenu mensuel de 2 000 €. Il sollicite un crédit pour l'achat d'un bien immobilier qui va nécessiter 1 000 € de mensualité. Alors dans ce cas, on lui dira non, quand bien même il n'a aucun autre crédit, tout simplement parce que son reste à vivre est trop faible. Les 1 000 € restants de son revenu ne lui permettront pas d'assumer une charge financière de 4 personnes. Et en face, j'ai un autre client qui vient me voir, également célibataire ou divorcé, peu importe. Il a 2 enfants à sa charge et un revenu de 4 000 € par mois. Il me sollicite pour le financement d'un bien immobilier avec une mensualité de 1 500 € par mois. Vous voyez qu'ici, on dépasse légèrement son taux d'endettement qui ne doit pas excéder 33%. Mais par contre, dans ce cas, je dirais oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il lui reste 2 500 € qui peuvent lui permettre de faire face aux autres charges financières pour lui et pour ses 2 enfants. Vous voyez donc que le reste à vivre est relatif à chaque personne et il revient au banquier de l'analyser. Et quatrièmement, comme je le disais, un dossier propre, trié et lisible. Vos relevés de compte, vos bulletins de paye, vos liasses fiscales, enfin bref, tous vos justificatifs doivent être triés, cohérents et lisibles. Il n'y a rien de plus agaçant ou d'ailleurs qui décrédibilise un client quand il vient et s'embrouille sur ces documents qui sont éparpillés partout. En vous observant, le banquier a déjà son avis. Donc faites attention à ces petits détails qui changent tout. Et cinquièmement, pour finir, ayez une posture professionnelle et stratégique. Qu'est-ce que j'entends par là? Soyez courtois, direct et structuré. Les banquiers, comme tout être humain, apprécient des interlocuteurs authentiques, agréables, capables de négocier avec clarté et respect. À chaque entretien clôturé avec lui, veillez toujours de le quitter avec une note positive et ce n'est qu'à ce moment que vous lui restez dans la tête. Et ça, c'est un véritable secret que plusieurs ignorent. Et vous, de votre côté, lors de la négociation, mentionnez poliment que vous explorez d'autres offres de d'autres banques. Le but ici étant de créer une concurrence saine, ce qui va pousser votre banquier à vous faire la meilleure proposition afin de conserver un profil comme le vôtre. Alors, je récapitule et je te donne les erreurs à éviter. En 1, venir en rendez-vous sans le préparer. Vous ne connaissez pas vos chiffres, ni votre budget d'ailleurs, et pire, les documents sont incomplets. Et comme je le disais, vous faites une mauvaise impression immédiatement. En 2, être agressif ou arrogant. Je veux ce taux ou sinon je vais ailleurs. Mon voisin m'a dit qu'il a eu tel taux et je veux exactement le même. Très mauvaise stratégie. Ce n'est ni le ton, ni le chantage qui permettent la réussite d'une négociation professionnelle. En 3, mentir ou dissimuler ces informations. D'abord, sache que les banques ont accès à tes antécédents bancaires. Donc mentir n'est qu'un red flag que le banquier va de toute façon remarquer. Ou alors tout simplement de dire au banquier que certaines informations sont personnelles, que vous ne souhaitez pas les lui communiquer, alors même que vous venez chercher son argent. Quand vous venez chercher un emprunt, vous devez la transparence des informations au prêteur. En 4, toujours rappeler au banquier son ancienneté. Ainsi, on entend des phrases du type « Je suis client depuis plus de 10 ans, vous me devez bien cela ». Non, mauvais argument. La fidélité ne justifie pas une prise de risque sans garantie. Et en 5, multiplier les demandes. Rien de rédhibitoire qu'un client qui multiplie les demandes et qui change de projet à chaque fois qu'il essuie un refus. C'est très mauvais pour le scoring bancaire. Ainsi, tu comprendras que le banquier sera prêt à faire des efforts si tu lui donnes envie d'investir sur ton profil. Pour finir, je te donne quelques leviers supplémentaires sur lesquels tu peux également axer ta négociation bancaire pour améliorer tes frais bancaires. Les frais des dossiers, le coût de l'assurance emprunteur, les indemnités de remboursement anticipé, les frais d'ouverture des produits ADEX tels que les assurances vie, les SCPI, ainsi de suite. Mais surtout, la chose essentielle que tu dois retenir, c'est de travailler avec ta banque sur du long terme. Une fois ton crédit obtenu, ne disparaît pas dans la nature pour réapparaître lors d'un nouveau besoin. Une banque, c'est comme tout partenariat, ça s'entretient. Fais des points réguliers ou annuels avec ton conseiller, ce qui te permet de maintenir le contact et de lui expliquer tes projets futurs. Et pour faire d'une pierre deux coups, ça peut être l'occasion annuellement de négocier tes frais bancaires. Et oui, c'est ça qui crée une relation durable et de confiance parce que le banquier se projette en vous puisque votre transparence le rassure et de ce fait, il est prêt à faire un geste commercial sur vos frais pour asseoir cette relation. Certes, un dossier inspire confiance, un bon suivi, lui, renforce la relation. Chère diaspora, vous l'aurez donc compris, séduire son banquier, ce n'est ni un jeu de pouvoir, ni une faveur à demander. C'est une relation professionnelle à construire basée sur la rigueur, la transparence et la stratégie. Avec la bonne posture, le bon discours et une structure solide, vous ne serez plus jamais perçus comme des demandeurs, mais comme des partenaires d'affaires dans une relation bancaire de qualité. Et cela dépend en grande partie de vous.
Tu veux structurer ton patrimoine de manière efficace, que ce soit en Occident ou en Afrique? Contacte-nous via notre site web ou par mail. Les liens seront mis en barre de description. Like la vidéo pour nous encourager. Mais surtout, si tu souhaites que ton argent travaille pour toi, abonne-toi. Chaque semaine, nous mettons un contenu instructif pour t'aider à structurer solidement tes finances. Si tu as des difficultés avec ta banque, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on en parle. Ou si tu souhaites aller un peu plus loin sur un sujet bancaire quelconque, n'hésite pas à me le dire en commentaire et c'est avec plaisir que je vais le développer pour toi. Partage cette vidéo à tes proches, ça va peut-être aider certains qui sont en galère avec leur banque. Mais surtout, chère diaspora, n'oubliez pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.